Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Bonjour à tous, chers auditeurs passionnés des dérangeants. Ici Marc-Claude Duquette et je suis très heureuse de faire cet épisode hors série dans le garage sur les 10 clés du succès pour une start-up en 2023. On est devant le public aujourd'hui parce qu'on est au QGDA, au Cégep de Saint-Jérôme, notre super partenaire. Merci pour l'accueil dans les super locaux, vraiment, là, c'est de toute beauté. Et je suis accompagnée de mon acolyte dérangeant, Carlo Coccaro, PDG de Mathémo Monde, aidersonenfant.com et le petit bébé Ancrage. Salut Carlo! Salut Marie-Claude, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de parler de mon petit bébé, ça fait toujours chaud au cœur. Ouais, ton nouveau petit bébé. Ouais. C'est un troisième. Ah, mais en tout cas, on n'ira pas là. C'est un troisième dans la vraie vie, j'ai 3 enfants et une troisième exact. entreprise. Ouais. Je m'en ai déjà avec ton chien, là, ton nouveau chien. Oui, c'est vrai, on en parle. Et pour nous aider à vous présenter les 10 clés du succès, on est allé chercher 2 personnes au cœur de la réalité des entrepreneurs. Hélène Hollande, directrice start-up de Desjardins Entreprises. Bienvenue, Hélène. Ainsi que Luc Boulanger, conseiller en entrepreneuriat au QGDA, au Cégep de Saint-Jérôme. Bonjour, Luc. Bienvenue à vous deux. Hélène, est-ce que tu pourrais me dire brièvement qu'est-ce que tu fais chez Desjardins? Bien, premièrement, allô tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. En plus, on a un petit public là, qui anime les foules. On aime ça. Moi, c'est ça. Je suis Hélène Hollande, directrice start-up chez Desjardins Entreprises. Puis mon mandat, c'est un nouveau rôle. En fait, c'est vraiment de rehausser notre accompagnement aux entreprises en démarrage parce qu'elles manquaient un petit peu d'amour. Fait que moi, je suis là pour leur donner tout l'amour nécessaire à travers l'organisation. Et quel type d'accompagnement vous faites aux entreprises? C'est très large, mais quand on dit accompagnement, c'est que nous, on veut sortir juste de l'aspect financier. On n'est pas juste là pour financer les entrepreneurs, on est là pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit au niveau, effectivement, de leur retraite, à planifier leur retraite. Là, on parle déjà de retraite. Ça, c'est parfait pour les jeunes étudiants qui nous écoutent. Pensez à votre retraite. Mais que ce soit aussi au niveau de leur santé, tout ce qui va être les salaires. Il y a plein de choses qu'on ne pense pas nécessairement, mais c'est pas mal de choses à penser. Fait que c'est ça l'accompagnement pour nous autres. OK. Et toi, Luc, comment est-ce que ça t'aide les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à démarrer dans le QGDA? Ben oui, effectivement. Ben Marc-Claude, le travail principal qui consiste à pouvoir aider les jeunes à démarrer leur projet d'entreprise. À ce moment-là, le jeune peut avoir tout simplement une idée d'entreprise en tant que tel, ou dans certaines situations, le jeune a déjà son entreprise. Alors naturellement, nous, on s'ajuste là en fonction des besoins de chacun des étudiants du cégep. Puis également, dans certaines situations, les jeunes n'ont pas de désir de démarrer une entreprise à court terme, mais ils veulent vivre des projets entrepreneuriaux. Alors ça nous permet à ce moment-là de pouvoir stimuler la fibre entrepreneuriale de nos jeunes et également de pouvoir les aider à développer leurs compétences entrepreneuriales. Moi, je l'ai déjà dit, Marc-Claude, mais j'aurais aimé avoir un QGDA quand moi, j'étais au cégep. J'avais plein d'idées, puis plein de parents qui voulaient que j'aille une job plus steady que... J'avais 2 parents, là, mais ils voulaient pas que je sois entrepreneur tant que ça. Puis avoir eu la chance de côtoyer, juste au moins de développer ces aptitudes-là, puis de côtoyer d'autres personnes comme ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, ça aurait fait un monde de différence pour moi. Assurément. Ouais, on a ouvert on a eu l'inauguration officielle depuis octobre dernier. Puis je te dirais, même depuis le moment qu'on a ouvert nos portes, on pourrait dire, il y avait des jeunes qui avaient peut-être pas de projet d'entreprise, mais le fait de côtoyer d'autres jeunes qui ont leur entreprise, ben ça fait en sorte que pour eux, ils puissent réaliser comme quoi c'est possible également, parce que comme tu le dis, avoir des modèles entrepreneuriaux, c'est une clé pour pouvoir justement se dire qu'on est en mesure de pouvoir démarrer sa propre entreprise. Par le QGDA, ces jeunes-là ont cette opportunité. Absolument. Absolument. Là, aujourd'hui, on parle des 10 clés du succès pour croître en entreprise. Chez Desjardins, vous avez fait le travail, entre autres, de définir c'est quoi une start-up. C'est un mot qu'on entend à gauche et à droite, ou jeune pousse des fois en français. C'est quoi une start-up dans l'univers Desjardins, Hélène? Bien, c'est un peu ça, là, quand on parlait de l'accompagnement. C'est sûr qu'on dit toujours aux entrepreneurs, il faut que tu connaisses ton client. Il faut que tu saches c'est quoi ses pains, c'est quoi, qu'est-ce qui lui fait mal dans la vraie vie. Fait que ça a été de commencer par ça. C'est qui l'entrepreneur en démarrage? C'est qui il ou elle? Puis il y a 2 axes. Il y a le volet traditionnel, mais il y a le volet innovant. Fait que nous, on a vraiment défini c'était quoi ses besoins, c'était quoi en fait le persona en arrière, à quoi il ressemble finalement cet entrepreneur-là. Puis au bout de la ligne, ben on s'est rendu compte qu'entre le traditionnel et l'innovant, il y a différents besoins qui, somme toute, peuvent être assez liés, mais il y a des spécificités. Puis si tu veux bien servir ces gens-là au niveau start-up, ben c'est sûr qu'une start-up, la définition qu'on a au Québec, c'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Puis
plein de... C'est assez large. Fait que déjà, quand on dit par jeune, qu'est-ce qu'on dit une jeune entreprise? Dans le domaine de start-up, il y en a qui, dans le logiciel, vont faire ça en 1 an. Elles vont devenir déjà vraiment matures en 1 an, mais il y en a qui sont dans le domaine de la biotech, où là, il faut, par exemple, fabriquer une usine de démonstration. Ça peut prendre 5-7 ans, le temps de lever des capitaux. Fait que déjà, c'est contextuel. Après, le innovant. Qu'est-ce qu'on met dans innovant? C'est le cœur de ton modèle d'affaires. Si ton modèle d'affaires est innovant au fin fond de lui-même, c'est pas juste la technologie. Tu peux l'avoir dans l'agroalimentaire, tu peux l'avoir dans le domaine de l'économie sociale. Donc ça aussi, il y a des nuances. Puis après, fort potentiel de croissance. Pareil, c'est sûr qu'on pense beaucoup international, mais dans le fond, si tu es dans le domaine de l'agroalimentaire puis que ton marché, c'est le marché des Québécois, qui est des millions de Québécois, ça se voit aussi fort potentiel de croissance. Fait que c'est difficile de définir c'est quoi vraiment une start-up, c'est contextualisé, mais il y a des nuances qu'il faut saisir parce que c'est pas les mêmes besoins. Absolument. Puis l'épisode d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va couvrir la start-up à fort potentiel de croissance innovante, mais on veut couvrir tout type d'entrepreneurs et tout type d'entreprises. Vous allez voir les 10 clés du succès qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ces 10 clés plutôt universel. Puis dans certains cas, même si on n'est pas à fort potentiel de croissance, je pense par exemple quelqu'un qui a une franchise d'un nettoyeur au coin de la rue, c'est un ou une entrepreneur, une vraie entreprise, a les mêmes enjeux. Est-ce qu'elle a un fort potentiel de croissance? Peut-être moins qu'une biotech ou une fintech ou une entreprise qui crée des logiciels, mais malgré tout, les clés qu'on va présenter aujourd'hui vont aussi s'appliquer à cette entreprise-là. Donc, toutes les entreprises, je pense aux auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui, que la petite, la moyenne, la grande entreprise, même si le maximum de chiffre d'affaires que vous pouvez faire, c'est 1 million dans 5 ans, les chiffres s'appliquent. Les secrets qu'on va vous avancer aujourd'hui s'appliquent aussi à vous. Fait que, on y va, on part? Let's go. Premier secret, la stratégie. Hélène, je te laisse nous présenter cette clé-là. Bon, là, quand on dit de stratégie, en gros, la première chose, c'est de valider, finalement, c'est ce que nous, on appelle l'adéquation problème-solution. Y a-tu vraiment un problème? Y a-tu vraiment un besoin que je suis en train de remplir? Donc ça, c'est toujours cet élément-là, justement, parce qu'on le voit souvent aussi dans la tech, là. Ça va être des profils ingénieurs, des tripeux, là, qui ont développé une technologie, puis après ça, qui essayent de le pousser dans le marché, mais en fait, c'est pas un problème, puis c'est pas un besoin. Fait que ça, c'est vraiment la base qu'on amène toujours. Mais après ça, il y a aussi tout ce qui va être, si on le pousse un petit peu plus loin, une fois que tu as dit oui, il y a un problème, il y a un besoin, mais y a-tu un marché? Parce que tu peux avoir un problème et un besoin, mais ton marché, il est peut-être pas évident. Puis moi, j'aime bien prendre l'exemple de Ecotime. Ecotime, c'est une solution en technologie propre qui vise justement tout ce qui est la conservation de l'eau. Au Québec, on paye pas notre eau, ou très peu, via nos taxes. Ouais. Fait que c'est un modèle qui est excessivement difficile. Puis il y a une question vraiment de timing dans le marché. Mais là, il est en train de le développer tout doucement, là, ça s'en vient. Fait que ça aussi, ça dépend toujours, effectivement, t'as-tu un marché en arrière-plan. Puis tu peux avoir des compétiteurs, on dit, oui, mais là, s'il n'y a pas de compétition, c'est pas bon. Non, là, s'il y a de la compétition, c'est une bonne chose. Il faut juste pas qu'il y en ait trop, parce qu'il n'y a pas de place pour toi. C'est ça aussi qu'il faut gager. Mais ça, c'est un bon point, parce que souvent, comme entrepreneur, quand on se lance, on se dit, il n'y a personne qui fait ça, je vais le faire, c'est sûr que ça va marcher. Mais souvent, c'est un piège. Parce que c'est peut-être que, justement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de clients, puis que ça va être la traversée du désert pendant 3 à 5 ans avant d'éduquer le marché à quelque chose. Luc, comment tu vois ça, toi, ce thème-là de la stratégie pour les startups que tu accompagnes? Bien, je te dirais, c'est sûr qu'étant enseignant au niveau collégial depuis 15 ans, au cours des dernières années, j'ai enseigné un cours de recherche commerciale. Okay. Naturellement, c'est quelque chose que je crois beaucoup, le fait de faire de la recherche commerciale pour pouvoir connaître son marché. Puis, entre autres, par le biais d'une étude de marché qui porte sur par exemple, de faire un sondage. Ce sondage-là qui peut être réalisé auprès autant de la population que des entreprises, parce que des fois, les entrepreneurs ne savent pas qu'un sondage peut être effectué aussi auprès d'entrepreneurs, d'autres entreprises. Absolument. Ils pensent qu'un sondage est seulement effectué auprès de la population en général. Alors, à ce moment-là, c'est extrêmement important de pouvoir connaître son marché, les autres entreprises qu'on veut viser en posant des questions. Puis ça, à ce moment-là, naturellement, c'est de poser les bonnes questions pour pouvoir aller chercher des réponses qui vont nous permettre à ce moment-là de prendre action en conséquence de ces réponses-là. L'entrepreneur, lui, des fois est gêné aussi. Il se dit, ben là, je peux pas communiquer avec d'autres parce que moi-même, répondre à un sondage, ça m'intéresse pas. Je veux pas, je réponds pourquoi je le ferais moi-même si je répondrais pas à un sondage. C'est cette réalité-là aussi qui est présente. Mais tu sais, je te dirais, puis t'as pas besoin de faire un sondage que tu vas aller chercher 500 ou 1000 répondants. Tu sais, pour que ça soit quand même assez représentatif, une centaine de répondants, ça serait suffisant pour pouvoir justement avoir une bonne idée par rapport à ton marché. Ouais. Ben moi j'ai 2 expériences personnelles qui cadrent avec ça, même 3.
Quand j'ai commencé, moi, j'ai toujours eu de la misère à demander de l'aide, encore aujourd'hui. Puis j'ai tendance à faire les affaires moi-même. Puis là, j'avance le plus possible tout seul ou avec un entourage très, très proche. Puis quand j'ai lancé ce qui est devenu Mathémo Monde après, je suis allé voir personne. Mais j'aurais tellement dû aller voir d'autres entrepreneurs, comme tu dis, aller brasser des idées, aller faire tester mes idées auprès de clients, mais même auprès juste d'autres têtes entrepreneuriales. Puis j'aurais certainement pas lancé ça de la même façon. Quand j'ai lancé aidersonenfant.com, ça faisait déjà 10 ans que j'étais entrepreneur, puis il y avait clairement un enjeu de soutenir la réalité des parents au niveau de l'accompagnement socio-émotionnel de leur enfant. Puis là, je me suis dit, c'est pas grave, je verrai pour le modèle d'affaires plus tard. Puis j'ai investi des centaines de milliers de dollars et du temps et de l'énergie là-dedans. Puis il n'y avait pas de modèle d'affaires parce que je me disais, je verrai plus tard. Erreur magistrale. J'aurais pu faire faillite 14 fois dans ce processus-là. Puis cette affaire, je ne le referais plus. C'est ma plus grande fierté professionnelle à aidersonenfant.com, malgré tout, par après. Mais ça a été tellement difficile de ne pas me préoccuper du modèle d'affaires plus tôt. Parce qu'après ça, on a besoin d'argent de toute façon. Fait que s'il n'y a pas d'argent dans le marché, puis finalement, ça a fait que au lieu d'être une entreprise, c'est devenu un organisme non lucratif. Et là, on a développé un produit et tout ça, ça fonctionne. Mais ça a pris 4 ans avant d'avoir le premier sou de revenu, là. Mais justement, je trouve ça intéressant tout ce que tu dis par rapport au modèle d'affaires parce que souvent, nous, les institutions financières, on va demander des plans d'affaires. Puis là, la mouvance, c'est beaucoup plus de dire, tu peux avoir un plan d'affaires, mais ton plan d'affaires, s'il n'a pas un bon modèle d'affaires, il n'est pas si bon, ton plan d'affaires. Fait que ça, on amène ça de plus en plus de dire aux entrepreneurs, oui, ton plan d'affaires, c'est le fun, mais commence par faire ton modèle d'affaires pour avoir cette réflexion-là, puis la pousser un maximum, comme tu dis, avec du monde différent qui vont venir te challenger, parce que c'est comme un one-pager, c'est ta base de réflexion, puis après, let's go, là, ta stratégie. Là. Puis un de nos dérangeants avec qui on travaille, Étienne Crevier, il y a une phrase qu'il dit souvent à laquelle que j'aime beaucoup, c'est « Tombez pas en amour avec votre produit, tombez en amour avec votre client. » Ou « Tombez en amour encore mieux avec le problème que votre client a. » Puis en faisant ça, on se trompe pas. Parce que notre produit est pas important quand on y pense. Ce qu'on fait, c'est pas important si ça aide personne, si c'est pas en adéquation directe avec le besoin du marché. Donc ça, c'est un réflexe à avoir aussi, parce que souvent, les ingénieurs tombent en amour avec leur fonctionnalité, puis leur code, puis ça, c'est pas important. C'est important, c'est le marché autour, là. Si je te permets de faire du pouce sur le plan d'affaires, parce que c'est sûr qu'en termes de stratégie, on conseille naturellement aux entrepreneurs de faire un plan d'affaires. Là, j'oserais pas te poser la question si tu en as déjà fait pour chacun des projets que tu as démarré, par contre, là, mais... honnêtement, non. Et puis, non. sais-tu quoi? J'ai Ancrage, que je viens de lancer, je vais aller chercher des prêts puis du soutien financier, puis il me demande un plan d'affaires, puis je l'ai pas fait, mais on a déjà des ventes. Parce que le produit, on l'a bien pensé, le produit, on l'a mis sur le marché en pré-lancement rapidement. On le lance officiellement en septembre, puis on a déjà un gros client qui a avancé énormément d'argent pour l'avoir, avant même d'avoir un plan d'affaires. Fait que le plan d'affaires est important pour rassurer, je pense, les investisseurs, puis les... Mais il est dans ta tête, dans un sens. Ben, on s'est assuré de l'adéquation quand même produit-marché puis avec la clientèle. Tu avais déjà fait une démarche intellectuelle par rapport à ça. Ça, c'est sûr, parce que c'était pas de façon intuitive, tu t'es lancé, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que lorsqu'on démarre un projet, puis qu'on réalise que, c'est vrai, il faudrait que je pense, ça serait qui mes fournisseurs, il faudrait que je réalise une campagne publicitaire, j'avais pas pensé à tous ces éléments-là. Alors, c'est sûr que à partir du fait que tu as un plan d'affaires, parce que je crois beaucoup naturellement d'avoir un plan d'affaires, mais aussi il faut être très flexible. Puis il faut s'adapter également au marché. Qu'une fois que l'entreprise a démarré, il faut pas juste se fier à son plan d'affaires. Il faut quand même ouvrir nos horizons, puis lorsqu'il y a quelque chose qui se présente, de justement faire une modification aussi en conséquence. Oui, absolument, je suis d'accord. On y va avec la deuxième clé. Deuxième clé, c'est l'aspect vraiment le fun, légal. Let's go. Donc, tout ce qui touche le juridique autour de la création d'une entreprise. Luc, je te cède la parole. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui je trouve très important, l'aspect légal. Mais pour de vrai, au niveau de l'enseignement, d'enseigner un cours de droit des affaires, ça m'a jamais vraiment intéressé. Parce qu'on dirait que c'est comme un mal nécessaire. Puis je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez aride. Puis les entrepreneurs aussi, eux, ça puis la comptabilité, je te dirais, parce qu'on va pouvoir en parler plus tard, là. C'est deux sujets qui aiment moins discuter l'aspect légal. Mais au niveau de l'aspect légal, je dirais, lorsque je rencontre des gens entrepreneurs, puis lorsqu'ils sont 2 personnes et plus dans une entreprise, à ce moment-là, je pense tout de suite convention d'actionnaire, convention d'associés. Parce que on s'entend qu'au début tout va bien, on est toujours, on peut partir ça avec un ami, un projet. Alors à ce moment-là, on peut dire que ça va bien aller, mais le problème ce qui arrive, c'est lorsque ça va moins bien, lorsque l'entreprise une croissance, ça peut arriver justement qu'il y ait des problématiques. Fait que de mettre sur papier par le biais de la convention d'associés ou d'actionnaires, c'est important dès le départ là, de faire cet exercice-là. Et Luc, je me permets, moi ça me fait toujours penser, en fait, l'anecdote que j'ai toujours, pour moi c'est un contrat de mariage. Ah ben oui. C'est quasiment, faut le mettre d'entrée de jeu. C'est comme si déjà tu es en train de parler de divorce.
C'est ça, la vraie vie, là, c'est qu'il faut que tu le saches, c'est quoi tes attentes, où tu t'en vas. Mais il vaut mieux en parler quand ça va bien, Exact. parce que quand ça va mal, c'est plus toujours l'espace pour pouvoir en discuter. Puis c'est un peu comme dans tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont attendre que ça aille mal, puis là, il est trop tard, puis là, c'est là que ça coûte vraiment cher, parce que tu l'avais pas vu venir. Puis ça, c'est par l'expérience. Malheureusement, l'expérience rentre, puis elle rentre, ça fait mal. Fait que des fois, c'est souvent un piège là, pour entrepreneurs. Ah, ça, je pourrais m'en occuper plus tard. Puis là, plus tard, finalement, ben effectivement, t'es rendu dans tes ventes, t'es rendu dans d'autres choses, puis tu le mets toujours plus tard. C'est le fun, c'est excitant le marketing, c'est excitant les ventes, c'est excitant de développer un produit. Le légal, la comptabilité, c'est dull. T'as l'impression que ça sert à rien. Mais moi, pour faire ça, quand je me dis, faut que je fasse de la comptabilité, faut que je fasse du légal, là, la seule chose qui me motive à faire ça, c'est ma grand-mère disait, Carlo, si tu fais bien les choses, ça va marcher. Fait que juste bien faire les choses. Tu peux pas être entrepreneur puis pas bien gérer ton légal puis pas bien gérer ta comptabilité. C'est plate, c'est lourd, mais ça vient avec. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Qui peut être une force aussi, qui peut être utile. Je pense à la convention d'actionnaire ou autre type de convention. Si tu es en croissance, après ça, tu peux ouvrir ton actionnariat à d'autres. Mais si ta structure légale n'est pas adéquate, tu te magasines du trouble. Des fois, c'est aussi simple que des contrats avec tes fournisseurs, avec tes clients. Des fois, on sous-estime ça, ou avec tes employés aussi. Moi, ça m'est arrivé de devoir faire des contrats sur le tard ou est-ce qu'il était trop tard. Puis je l'ai appris, puis justement, ça fait mal. Puis tu dis, ben OK, je vais le signer, mais j'aurais mieux aimé payer un plus petit chèque à mon avocat, puis de pas me retrouver dans une situation où finalement, comme, t'as pas le choix de débourser parce que tu l'avais pas vu venir. Des fois, il y a des choses que tu vas pas voir venir, mais quand tu as un avocat autour de toi, lui, il va être capable de dire, est-ce que tu as pensé à ça? Voici les risques. À toi de prendre la décision à dire, est-ce que je veux tout de suite débourser pour ce genre de frais-là? Mais de savoir qu'il y aurait ça à venir puis qu'il va être à prendre en compte, c'est important. Je peux te faire un aveu? Je vais faire un aveu, parce que j'entends ça, puis je me dis, Carlo, t'es vraiment niaiseux. C'est Ancrage, vient de lancer, on vient de signer un contrat avec un centre de services scolaires. C'est plusieurs... Je peux pas dire le montant, là, mais tu sais, ça se calcule en portions de millions, mettons. C'est vous qui a fait le contrat? Pas toi. C'est moi. Savez-vous comment j'ai fait le contrat? J'ai pris des modèles, puis j'allais chercher des clauses. J'ai utilisé ChatGPT pour me pondre 3-4 clauses de confidentialité de ça, puis j'ai mis ça dans le contrat. Puis là, je vous dis ça, j'ai pas l'air de... C'est un exemple récent, en plus. C'est vraiment récent. Parce que je me suis dit, Colin, je vais pas payer 1 000, 2 000 $ pour un avocat pour faire un contrat. Puis les avocats, ça coûte une fortune, puis tout ça. Puis j'ai encore fait ça. En tout cas, c'est un aveu. Mais tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, tantôt, quand tu parlais aussi de l'accompagnement, ben justement, nous, chez Desjardins, on n'a pas la prétention d'avoir cette expertise, mais on se retourne vers des partenaires, justement, comme un qui est Scripta Légal, qui offre, en fait, justement, à nos membres clients des rabais qui permet juste de pouvoir se retourner. Puis c'est des conventions qui sont déjà toutes établies parce que tu parlais des employés, mais les clients. Ta propriété intellectuelle dans certains cas. Qu'est-ce que tu fais justement en cas d'utilisation des données? Là, le petit warning, la loi 25, protection des données personnelles qui s'en vient avec des mises en conformité en septembre. Ça, je le vois beaucoup actuellement, là, que ce soit des nouvelles entreprises ou même des entreprises existantes, on n'est pas du tout aux normes. Fait que ça, c'est tous des éléments. Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher des joueurs qui peuvent t'aider à moindre coût. Parce qu'on s'entend quand tu démarres, t'as pas beaucoup d'argent. Fait que c'est un peu toujours à gager ton risque et en même temps, ben, t'as pas d'argent non plus trop à mettre sur la table. Absolument, absolument. OK, allons à l'autre avant que je fasse d'autres aveux. Troisième secret du succès, le financement. Desjardins est à la table. Hélène, je te laisse parler du financement. Bon, moi, ce que j'aime parler du financement, c'est que souvent, quand on pense aux institutions financières, on pense aux prêts. Prêts à terme classique. Puis il y a tellement de leviers de financement. Moi, ce que j'appelle le financement de 360 degrés. Donc, quand tu es en démarrage, ben le prêt à terme, parfois, tu es assez loin de ce levier-là. Puis tu peux te tourner vers d'autres initiatives comme du sociofinancement. Le sociofinancement, moi, je suis fan de La Ruche parce que justement, ils viennent d'annoncer d'ailleurs hier puis aujourd'hui un budget quasiment, je pense, un fonds de 6 millions pour des entreprises fin démarrage, début croissance. Fait que c'est un fonds d'appariement. Donc, pour chaque dollar que tu lèves avec ta communauté, tes potentiels clients, des entreprises avec qui tu travailles, ben, le gouvernement accote $1 jusqu'à concurrence, je pense, de 200 000 $. Ça commence à devenir pas pire intéressant. Puis là, tu rembourses pas, là. Fait que ça aussi, ça te permet de valider ton marché, puis en même temps d'aller chercher un levier de financement, puis pour toi, de pas t'endetter. Donc ça, c'est vraiment... C'est bon principalement pour les projets B2C. Donc, quand on vend
ou quand quelque chose à offrir à des individus, j'imagine. Mais t'en trouves aussi dans le B2B. C'est juste que là, justement, on travaille avec la ruche pour que ce soit un petit peu plus adressable à ce marché-là, parce que B2B, tu vas avoir des Kickstarter de ce monde pour aller chercher un marché plus mondial. Mais ça se fait aussi. Fait que c'est juste, ça va être des tripeux, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. C'est un autre... mais c'est sûr que c'est ça, le financement, mais les subventions, la mise de fonds, ça aussi, on le regarde. Il y a des gens qui sont prêts à pouvoir supporter. Fait que là, je dis dans la famille, mais mettez-vous quelque chose au niveau légal. Là. Entendez-vous juste concrètement sur les attentes. S'il y a du monde qui met de l'argent chez vous, il faut que vous soyez bien conscient au bout de la ligne, qu'est-ce qu'ils attendent en arrière-plan. Et les subventions, je veux dire, je pense au Canada, on a le volume de subventions le plus important pour tout ce qui va toucher le démarrage et l'innovation, que ce soit à la fois au fédéral, au provincial, au municipal. Encore une fois, il y a un outil qui s'appelle Fondica, qui permet de vous recenser la totalité des subventions accessibles. Donc, ça aussi, c'est pas des réflexes qu'on a quand on est entrepreneur. On se tourne vers l'institution financière, mais il y a plein d'autres acteurs. Fait que c'est juste d'avoir une bonne vue là, de ce qui se fait dans le 360 degrés. Là. Puis un modèle qu'on voit beaucoup, qui est très populaire dans les médias ou même sur les réseaux, c'est le modèle des investisseurs. Donc, d'avoir une idée d'entreprise, puis là, on va dans une ronde de financement seed, là, qui appelle en français seed, SED, c'est quoi? C'est une levée de fonds, mais c'est d'amorçage. Pre-seed, pré-amorçage, oui. Donc, c'est on cède des parts, puis après ça, une série A, série B, série C. Moi, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, c'est pas la seule voie. Non, c'est exactement. Une voie, je pense, qui intéresse surtout c'est bon pour les entreprises en forte croissance qui ont besoin de beaucoup d'argent pour commencer. En technologie, notamment. Entre autres. Moi, j'ai pas fait ça parce que je me sens pas équipé pour gérer ça. Je me sens pas équipé pour gérer des investisseurs puis des gros bonnets là, qui viennent à un CA. Faire des ventes puis financer par les ventes, je pense qu'on grandit moins rapidement, mais on peut croire puis garder le contrôle de son entreprise aussi. Puis il y a plein de modèles de financement. Puis c'est ce qu'on encourage les gens à explorer. Là. Ouais, puis c'est capital de risque, là, on va se le dire, c'est agressif comme croissance. Fait que là, moi, j'ai entendu dans ma carrière beaucoup d'entrepreneurs me parler à quel point ça avait été douloureux d'avoir des investisseurs qui sont à la fois vos propriétaires. Hein. Fait qu'il faut le voir un peu comme ça. Là. C'est comme un conseil, ça forme un conseil d'administration, puis... Sur le début, là, tu veux lever, mettons, 5-6 millions, ben, t'es content d'avoir des millions, mais après ça, c'est le retour du bâton. Moi, j'ai une amie en ce moment, elle le vit, là, puis elle est allée chercher un soutien psychologique, justement, parce que c'était tellement drainant, son investisseur. Elle en a un dans la game, là, c'est quasiment du harcèlement, là. Il est tellement intense, là. Fait que, tu sais, c'est toujours avoir, on vend beaucoup, là, le côté glamour de l'investissement. Les dragons, le capital de risque. Ouais. Mais en arrière-plan, là, c'est énormément de pression pour l'entrepreneur aussi, là. Donc, la morale, c'est en tout cas, faites-le à vos risques et périls. Puis je pense que ça prend un type de personnalité puis une équipe interne capable de gérer ça aussi. Hein. Est-ce que tu me permets de parler du financement pré-démarrage? Luc, je te permets de parler de ce que tu veux. Oui, ça me fait plaisir. Alors, je vais en profiter. C'est sûr qu'il existe plusieurs types de financement en pré-démarrage. Puis une des particularités, pour pas le nommer, le quartier général de l'audace, par le biais du Cégep de Saint-Jérôme, on a justement cette possibilité-là à des jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir une bourse de 5 000 $ pour justement les aider dans le pré-démarrage de leur entreprise. Fait que, tu sais, il existe à travers le Québec différentes initiatives qui vont justement aider les jeunes à pouvoir justement développer soit leur idée de projet entreprise ou leur entreprise au départ avec une certaine forme de capital. Qu'il y a beaucoup c'est sûr qu'il y a beaucoup de financements qui existent, puis il faut les connaître. C'est sûr, c'est pas seulement par le biais de l'Internet là, qu'on peut justement faire des recherches là, sur Google pour pouvoir les connaître. C'est avec l'aide de conseillers dans différents milieux là, qui vont pouvoir aider ces jeunes-là à pouvoir avoir accès à ces sources-là. Puis également, c'est pas du financement en tant que tel, mais tu sais, les concours. Il y a différents concours aussi qui existent là, à ce moment-là. C'est sûr que le concours, le but, c'est de pouvoir aussi se démarquer parmi d'autres personnes. Mais il y a des concours qui existent là, pour les jeunes entrepreneurs qui vont permettre à ce moment-là de pouvoir leur permettre de pouvoir bien faire souvent un pitch en tant que tel de leur projet. Puis par la suite, ça va leur permettre de donner une notoriété à leur projet puis d'établir un réseau de contacts également. Mais justement, j'ai vu que vous participez avec Ose Entreprendre. Là. C'est un des gros concours, là, notamment sur le volet création d'entreprise. Oui, exactement. Exact. Puis là, j'ai pas le choix, moi, de jump in là-dessus parce que, tu sais, on parlait à quel point le prêt, c'était pas nécessairement le prêt à terme, c'était pas nécessairement le plus accessible. Faut se rappeler, là, surtout quand t'es jeune aussi, t'as pas nécessairement une bonne cote de crédit parce que t'as pas toujours fait tes bons remboursements, puis ça, on l'oublie. Est-ce que tu vas parler de Créavenir? Hey! Ben oui, c'est ça. Ben, effectivement. Voilà. Parce que pour les jeunes de 18 à 35 ans,
On l'a monté à 39 ans maintenant. Ah, excusez. Oui, non, mais c'est bien, on s'adapte au marché. Tu sais, avant ça, on disait jeune entrepreneur, 35 ans, là, on a reconnu Fait qu'un jeune, ça peut aller jusqu'à 39. Il faudrait se rendre à 49. Fait que, ben là, on peut pas l'ajouter en fonction juste du fait que tu vieillis, Carlo. Merci Luc de le mentionner. Mais oui, mais c'est vraiment ça. Puis justement, on se rendait compte que dans nos systèmes de gestion de risque, puis il faut le comprendre, une institution financière, ça gère du risque parce qu'on a des particuliers qui nous prêtent de l'argent puis qu'on le prête après à des entreprises, puis il faut qu'on s'assure que cet argent-là, ben, il disparaisse pas. Fait que c'est sûr que nous, on est pris avec ces réalités-là où il a fallu développer des solutions. Puis une des solutions, ça a été Créavenir. Oui, marge de crédit puis carte de crédit. Exactement. Marge de crédit, carte de crédit, puis on développe la cote de crédit. Fait que ça permet justement aux jeunes entrepreneurs, en plus d'avoir une subvention, donc il y a des subventions qui vont jusqu'à 5 000 $. Fait que c'est le fun parce que ça donne vraiment un montage financier. Puis moi, je l'appelle vraiment comme c'est un tremplin finalement qui permet d'aller chercher une autre subvention, un autre prêt, etc. Absolument. On y va avec notre prochain point qui est le point préféré de Mère-Claude, la comptabilité. Mère-Claude, endors-nous. Ah non, mais moi, je pense que je ferais rendre ce sujet-là passionnant parce que sans comptabilité, sans bonne comptabilité, c'est difficile d'être bon en affaires. Tu sais, souvent, on va dire « Ah, c'est pas grave, je peux mettre ça de côté. » Mais si tu comprends pas qu'est-ce que ça te coûte mettre la clé dans la porte. Puis quand je parle de mettre la clé dans la porte, ça veut dire le matin, là, quand tu démarres, là, tu rouvres la lumière pour ton entreprise, combien ça te coûte? Quand tu n'es pas capable de maîtriser ces métriques-là, c'est difficile de prendre des bonnes décisions et bien éclairées. Tu sais, comme, bon, il faut que j'embauche un employé. Combien je peux payer cet employé-là? Fait que de bien comprendre qu'est-ce que ton entreprise te coûte, c'est super important. Tantôt, on parlait de financement. Bon, on parle de financement, puis de venture capital, puis de grosses... Mais une entreprise traditionnelle, là, ça peut s'auto-financer avec ses comptes à recevoir, ses comptes payables. Donc, quand tu comprends bien ta mécanique financière de ton entreprise, puis tu peux faire des ententes avec tes fournisseurs, puis est-ce que je peux t'étirer, puis te payer plus tard? Comme ça, tu te finances sur tes fournisseurs, tu essaies de rapprocher tes paiements de clients. Il y a plein de manières, comme, tu sais, la comptabilité peut devenir vraiment quelque chose de très sexy, à mon avis. Elle nous vend bien ça quand même. Hein? Elle exagère un peu quand même. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est essentiel. C'est essentiel. Merci. Non, mais c'est ça, c'est un peu comme le mal nécessaire qu'on parlait. T'as tout à fait raison, c'est super important. Puis en financier, c'est ça qui va te demander anyways. Ouais, c'est ça. Ton coût d'acquisition client, combien ça te coûte concrètement de l'avoir, ton seuil de rentabilité, c'est tout de la comptabilité, ça. Puis si ton financier le demande pas, le gouvernement va aller cogner à ta porte avant longtemps si tes rapports de taxes sont pas faits. Puis si tu payes pas tes impôts, c'est sûr que ça va te revenir. Mais souvent, moi, je le vois, les gens commencent, tu sais, bon, ils s'inscrivent aux taxes, là, ils commencent à percevoir des taxes. Ils disent, ah, mais là, j'ai de l'argent dans mon compte en banque, je peux le dépenser. Oui. Là, finalement, TPS, TVQ, ils cognent à ta porte, disent, ben, il faut que tu nous rembourses. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme. Puis j'ai vu des gens dire, ben là, maintenant, j'ai un problème, je peux plus rembourser ma TPS, TVQ parce qu'ils n'ont pas compris que c'était de l'argent qui ne leur appartenait pas, c'est de l'argent du gouvernement. Donc, c'est plein de petites, tu sais, c'est des détails, mais qui ont vraiment un impact, surtout en démarrage d'entreprise, où est-ce que chaque scène qui rentre est super importante. C'est vrai qu'on regarde beaucoup le compte de banque comme étant l'indicateur. OK, ben j'ai 10 000 dans le compte, ou j'ai 25 000, ou j'ai 75 000. Mais ton 75 000 ne sert à rien si tu dois 50 000 en taxes quand arrive le 31 mars. Mais c'est de là que le flux de trésorerie est un élément très important. Parle-nous des flux de trésorerie, Marie-Claude. Mais, tu sais, puis autant l'inverse, puis tu sais, on parle, des fois, on est content de voir notre compte en banque. Moi, ça va m'arriver de regarder mon compte en banque puis d'être plus anxieuse, puis après ça, je suis comme, ben non, j'ai tant dans mon compte à recevoir, j'ai tant en inventaire, je dis, ah, OK, fait que finalement, ma valeur nette comme ça, c'est, OK, non, je suis correcte. Tu sais, de bien comprendre est où ton argent, puis est placé où, puis de le bien administrer, c'est là que tu peux voir aussi, ben quand est-ce que je peux faire mes paiements, comment est-ce que je peux mieux administrer, quand est-ce que je préfère ma dépense marketing que j'attends pour faire mon prochain lancement de mon prochain produit. Tu peux mieux planifier tes choses puis de pas avoir de surprises. Puis on sait déjà en entrepreneuriat, il y a toujours plein de surprises, il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir. Ouais. Fait que si au moins il y a une base comme ça que tu peux prévoir puis être un peu moins stressé, moi, je pense que la comptabilité devient vraiment un facteur important dans le développement de ton entreprise. Fait que excuse-moi, c'est sûr que toi, lorsque tu vois un budget de caisse, tu dois trouver ça beau. Ben, parce que ça apporte quelque chose. Curieuse, là. Oui. Je veux comprendre. Là. Non, ben mais au-delà, c'est ça. Parce que des fois, on parle de comptabilité, on a toute la notion de dire, est-ce que l'entrepreneur, c'est à lui de faire la tenue de livre? Est-ce que c'est, à un moment donné, son temps se pourrait être mieux consacré à autre chose? Si l'entrepreneur, lui, à un moment donné, son temps est mieux consacré à pouvoir gérer son entreprise, à pouvoir faire des ventes, ben là, à ce moment-là, peut-être que la personne qui va payer pour faire la tenue de livre, ça va être mieux investi de cette façon-là. Cependant, il faut qu'ils comprennent, lorsque l'exercice a été fait, ben on voit les états financiers,
Ben, il faut qu'ils comprennent c'est C'est quoi un les différents excellent postes. point, Luc. Moi, tu veux pas que je fasse ma tenue de livre, je suis dyslexique, là. Ça irait pas bien. Mais d'être capable, et quand mon comptable me l'explique, être capable de comprendre et de poser les bonnes questions aussi. De pas être gêné aussi de poser des questions quand on comprend pas. Quand on fait moi, c'est la comptabilité, je comprends pas ça, on est un mauvais entrepreneur. Tu peux pas être un bon entrepreneur puis juste ignorer ça en disant non, je comprends pas. Non, il faut comprendre la base et idéalement plus que la base. Pas obligé de le faire parce que là, ces temps-ci, moi, j'ai perdu ma technicienne comptable récemment. J'en refais un petit peu plus que j'en faisais avant. Je trouve ça pénible, lourd. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. Puis comprendre la base de la comptabilité, c'est essentiel comme entrepreneur, même si c'est plate. Puis un exemple, il en parle souvent, là, mais c'est Dominique Gagnon de Connect & Go là, qui raconte que lui, il s'est fait flouer par sa comptable. Fait que lui, ça a été Faites jamais confiance au comptable. Non, mais il le dit toujours comme c'est un bon exemple de dire que faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans ta compagnie sans nécessairement être les mains complètement dedans, mais toujours avoir ce regard un peu critique d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta compagnie. Là. Absolument. Les dérangeants, dans le garage. On y va avec le prochain point. Le marketing. Luc. Ben, c'est sûr que si on prend pour le principe qu'une entreprise qui ne vend pas est vouée à la faillite, naturellement, le marketing, c'est extrêmement important. Ouais. Puis le marketing, c'est tellement large également. C'est sûr que de par les rencontres que je fais avec des jeunes entrepreneurs, ben, toute la présence en ligne au niveau des réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Puis c'est surtout important aussi de faire la distinction entre c'est qui la clientèle qu'on vise. Parce que naturellement, si on vise une clientèle, par exemple, âgée entre 15 et 24 ans, on parle de TikTok, ben là, on va le chercher. C'est sûr que si, mettons, le jeune, même si c'est un jeune entrepreneur, c'est son public cible, c'est par exemple des gens dans la quarantaine et plus. Puis là, il décide de faire une stratégie sur TikTok, mais je crois pas qu'il va aller chercher sa clientèle de la même façon. Fait que c'est sûr que au niveau du marketing, c'est de faire bien attention justement de pouvoir bien connaître ses segments de marché, puis à partir de là, d'avoir des stratégies qui sont conséquentes avec ça. Ben moi, je dirais le marketing, super important. Je pense que c'est au moins avoir une base, un site web, puis je pense qu'Hélène en landing page. En pré-prod, une landing page, ça prend pas... Tu sais, un site web, ça coûte une fortune à faire. C'est ça. On disait avant, hey, ça coûte rien, tout le monde peut accéder, blablabla. Ça coûte une fortune. C'est toujours un 2, 3, 5 000, puis tu as 2 pages écart, puis 6 mois après, c'est devenu... c'est pas à jour. Mais il y a des façons très, très simples d'avoir une page. Une seule page où les produits sont nommés, les gens sont nommés, il y a un formulaire de contact. On peut surfer longtemps avec ça. Ça dépend des clientèles, puis il n'y a pas une boutique en ligne là-dessus, mais on peut aller loin avec ça. Ouais, mais moi, j'y crois beaucoup à la landing page, là, parce que c'est vraiment, t'as un call to action super clair, récupérer de la donnée, des prospects que tu vas mettre dans ton funnel de vente pour les transformer au bout de la ligne en clients. Ouais. Fait que c'est ça que tu vas aller chercher, puis t'as des boutons qui sont censés déposer ou acheter fait que c'est vraiment conçu, c'est vraiment une stratégie qui est conçue pour être ultra efficace, qui prend pas beaucoup d'investissement. Fait que lâchez le site web, puis concentrez-vous sur la landing page quand tu es en démarrage. Moi, c'est mon unique conseil de ce côté-là. Puis par contre, faut pas oublier que dans certains secteurs, comme dans le B2B, la présence sur les médias sociaux, ben c'est peut-être pas toujours ta meilleure stratégie. Il faut que tu te balades dans des foires, dans des missions commerciales. Donc ça aussi, c'est des approches qu'il faut toujours savoir c'est quoi ton marché. Si c'est un marché B2B, c'est une autre réalité qu'un marché B2C. Donc le marketing est vraiment différent aussi à penser en fonction de ça. Là. Absolument. Moi, je rajouterais 2 éléments. C'est le marketing, c'est important. Tout ce qu'on vient de dire est vrai, mais c'est moins important que la qualité de son produit. Un bon produit, un produit A avec un marketing B va faire beaucoup mieux qu'un produit B avec un marketing A. Fait que notre marketing peut être extraordinaire. Si notre produit n'est pas à la hauteur en 2023, ça ne survivra pas. Fait que le focus sur le produit va être souvent notre meilleur outil marketing. Puis après, il faut être cohérent dans notre marketing au niveau de l'image, au niveau du vocabulaire, au niveau d'une landing page. Puis dernier conseil que j'aurais tendance à donner puis que j'essaie de mettre en application dans mes entreprises de plus en plus pour être moins dépendant des réseaux sociaux, moins dépendant des gens du web, c'est de collecter le plus de courriels possible. De courriels pertinents, pas at large, là, mais des courriels pertinents possibles. Ça paraît pas tout de suite, mais dans 3 ans, 5 ans, ça va être un différenciateur pour l'entreprise, d'être capable de rejoindre directement des interlocuteurs clés sans avoir besoin de passer par de la pub Facebook ou de la pub TikTok qui coûte une fortune. Là.
Ouais, puis tu sais, moi, à l'époque, j'ai fait intervenir Marie-Claude justement parce qu'on avait développé un parcours entrepreneurial en technologie propre pour justement parler de tout ce qui est image de marque. Ça, c'est vraiment du marketing, mais justement, je t'avais demandé de venir en parler parce qu'il y avait l'image de marque personnelle aussi de l'entrepreneur. Fait que je trouvais ça le fun de voir. C'est sous-estimé, puis surtout en B2B, tu vends ton entreprise, mais tu te vends toi. Les gens t'achètent. Et quand tu vas chercher du financement, les gens te rencontrent. Bien, c'est toi qui achètes, c'est en toi qui crois. Des fois, l'entreprise peut avoir un super de beaux produits, puis ça, on le voit souvent au dragon. Ouais. Je vais dire les dérangeants. Oui, tu te mets dans la même ligue. Maintenant, on fait du financement. Non, c'est pas vrai. Bien, on le voit souvent, tu sais, qu'ils vont pas nécessairement croire au produit, mais ils vont croire en l'entrepreneur, puis c'est cette... Fait que tu sais, d'être capable de bien se vendre, de bien se représenter. Puis ça, il y a des petites clés là-dessus, tu sais, qu'on peut travailler en toute finesse. Là, on vieillit, excuse-moi, peut-être. Non, vas-y. Mais ça n'a jamais été aussi facile que de se bâtir un brand d'entrepreneur, un brand de n'importe quoi, mais d'entrepreneur, entre autres. Être vrai, parler de ce qu'on vit, les gens vont décoder qui vous êtes, ça bâtit votre brand d'entrepreneur, puis ça aide. En tout cas, si c'est bien fait, ça nuit pas, c'est sûr, ça peut juste propulser vos affaires, puis votre banquier va peut-être aller voir ça et faire « Hey, ce jeune-là, je l'aime. » Mais si tu me permets, c'est pas pour tout le monde. Vas-y, pourquoi? Dans le sens que il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à connecter, à rentrer en relation, puis il y a des gens qui sont peut-être plus introvertis, puis ça va être moins fluide. Fait que moi, ce que je dis, c'est que c'est correct que ce soit pas nécessairement le même tu peux être PDG, mais c'est peut-être pas toi nécessairement qu'on va envoyer au front. Ça peut être ton autre cofondateur qui a peut-être un autre titre de CFO, de CMO, peu importe. Fait que ça aussi, faut avoir aussi l'humilité de reconnaître que même si tu as été le créateur de ton entreprise, tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour la défendre publiquement. C'est noté. Hélène, on passe au prochain point. On vient de parler du marketing, les ventes, qui est comme un peu la suite logique du marketing. Des fois, on les mélange les deux. Parle-nous des ventes comme étant une clé du succès. Bon, moi, il faut savoir, moi, je suis une petite fille d'entrepreneur. Puis moi, ma grand-mère, là, elle m'embarquait dans son camion de livraison. Puis on allait livrer, justement, les clients dans le domaine viticole en Alsace. Fait que moi, le volet des ventes, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est comme ça coule, c'est dans mes veines. J'aime ça, puis c'est le contact. J'aime les gens aussi en arrière-plan. Mais, tu sais, il faut le voir aussi comme plus que du relationnel. C'est vraiment des stratégies. Il faut mettre en place, en gros, des stratégies pour mettre en place un funnel de vente. Fait qu'un funnel de vente, déjà, c'est de définir c'est qui ton marché, c'est qui ta clientèle, est-ce qu'ils ont de l'argent. C'est vraiment quelque chose de ultra méthodologique. C'est pas fait sur le coin d'une table. C'est pas juste je m'en vais en 5 à 7, je prends des petites cartes puis c'est bien correct. Non, ça se pense vraiment. Fait qu'il faut pas le voir. Tu sais, souvent, on a le vendeur de tapis là en tête, là. Faut arrêter, il faut démystifier. C'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment stratégique, mais il faut bien le penser. Puis moi, j'ai vu des entrepreneurs perdre énormément de temps sur des entreprises qui ont l'air... Moi, parfois, ils viennent me voir, Desjardins, on aimerait ça vendre avec... Hey, c'est long, le Desjardins, faut que tu remplisses au niveau de la conformité, de la protection des données jusqu'à 700 pages. Ton cycle de vente, là, il est excessivement long avec des grandes organisations. Fait que ça aussi, c'est important. Combien ça va te coûter pour aller chercher tel client au bout de la ligne. Fait que c'est pour ça qu'on parle des coûts d'acquisition, lifetime value, combien ça va te coûter un client dans toute une vie, mettons. Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes à vraiment penser en amont plutôt que de se lancer, de se pitcher dans la foule puis attendre de voir s'il y a des dollars qui vont descendre du ciel, mettons. Ça prend-tu un gros système en place, Marc-Claude, au niveau des ventes? Bien, je pense qu'il faut être capable de l'adapter. Des fois, on a un plan, puis le plan, il va bouger parce que selon la récité, des fois, on ne sait pas, c'est quand on est rendu à le vendre qu'on a une réception, puis on ne s'attendait pas à ce type de réception-là. Puis finalement, les gens sont plus intéressés à notre autre produit nous, on avait sous-estimé. Puis c'est d'être capable de s'adapter. Puis des fois, au début, on pense qu'il nous faut un gros système en place, là. Puis des fois, ces grosses machines-là, les mettre en place, c'est tellement d'énergie que des fois, on peut juste y aller un peu plus simplement, puis s'adapter, puis le peaufiner. OK. On parle des CRM, là. Ouais. Ça, moi, j'ai vu tellement de fois des CRM, justement, mettre beaucoup d'argent dedans, puis au bout de la ligne, être pas du tout utilisé. Fait que parfois, un bon vieux Excel, là, ça fait bien la job. Tellement. Moi, j'en ai installé 2 dans mon entreprise dans les 15 dernières années. Ils sont plus là parce que ça prend du temps et de l'énergie à installer. Des fois, les frais d'abonnement deviennent de plus en plus dispendieux. Mais la clé, c'est son utilisation au quotidien par toute l'équipe. Il faut pouvoir les nourrir, ces CRM-là. Là. Ouais. On parle à HubSpot ou Salesforce, il faut les nourrir tout le temps, constamment. Puis si tu le fais pas, finalement, ils jouent contre toi, puis ils te servent plus. Puis c'est une grosse machine. Fait que c'est quand même, une fois qu'on y va, c'est d'y aller. Puis sinon, je pense qu'il y a plein d'autres
techniques pour le faire. Un Excel, on peut aller loin. Là. Ben, c'est ça. Fait que quand tu es en démarrage, pareil, là, c'est pas nécessairement là où je mettrais tout de suite son énergie, mais par contre, comme je pense que tu l'as très bien mentionné, là, Marie-Claude, quand c'est bien utilisé, là, c'est un trésor. Vraiment. C'est vraiment de super outils, mais il faut mettre énormément d'énergie, puis il faut que ce soit bien utilisé. Là. Parfait. On a parlé marketing, vente, comptabilité. Parlons un peu de l'humain derrière l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. On va parler de la santé de l'entrepreneur. Marie-Claude, pourquoi c'est important? Bien, sans une santé, c'est dur de pouvoir mettre en avant-plan tous nos beaux projets. Puis souvent, l'entrepreneur passionné qui se lance tête première dans son projet va des fois cesser de voir ses amis, va cesser de faire du sport, va cesser de faire toutes ses passions autour d'eux. Puis c'est vrai que... Cesser de bien dormir. Cesser de bien dormir, mais quand t'arrives que tu dors pas, que t'as pas tes amis autour de toi, tu peux pas ventiler ce qui se passe, tu te refermes sur toi-même, puis c'est pas là qu'il y a les meilleures réponses quand t'as un enjeu, parce que tu peux plus te retourner vers les gens, tu vois même plus clair. C'est excessivement important, même si c'est difficile, puis ça se peut que tu fasses un peu moins de sorties de sport, ça se peut que tu vas... Mais de garder une saine équilibre, vraiment, tu sais, moi j'appelle le petit plancher en dessous, qui est des fois un peu fragile, qu'on néglige, mais celui-là, c'est la base pour être capable de pouvoir développer son entreprise. Puis, c'est très important, les entrepreneurs aussi, qui puissent avoir des gens qui peuvent avec qui partager des fois leurs problématiques. Au niveau du QJDA, à partir de l'automne, on a un projet qu'on veut mettre sur pied, des cerveaux collectifs, mais que ce soit des cerveaux collectifs, du co-développement, du mastermind, qui permettent à ce moment-là des entrepreneurs de pouvoir partager avec d'autres, des fois des frustrations, parce que dans leur propre entreprise, on s'entend que s'ils ont des problématiques avec leurs ressources humaines, c'est difficile d'en parler directement pour pouvoir un peu se décharger, mais à ce moment-là, ces occasions-là, qui pourraient avoir lieu par exemple une fois par mois, permettre à des entrepreneurs justement de pouvoir partager ces problématiques-là, puis de garder une certaine santé mentale. Puis il y a tellement de problématiques qui peuvent arriver dans la vie d'un entrepreneur, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Naturellement, le fait d'être étudiant, entrepreneur, ben il y a tout un autre aussi volet qu'on pense souvent aux conciliations travail-famille. Mais moi, je me plais à dire que pour les entrepreneurs étudiants, conciliation travail, famille, amis, la vie sociale, études, ça arrête pas. Tu sais, dans une semaine, là, ils ont beaucoup à faire. Alors, à ce moment-là, c'est de garder une santé mentale. Puis aussi, les entrepreneurs, il y a l'aspect aussi qu'ils veulent que ça y aille rapidement. Ils veulent que ça se fasse vite. Puis, ça me brise le cœur lorsque je sais qu'ils peuvent vivre des problématiques, par exemple, avec l'urbanisme dans une municipalité quelconque. Ça peut arriver, ça? Ben oui, ça arrive, effectivement. Puis là, c'est un exemple qui est arrivé très récemment. Tu sais, l'entrepreneur, elle, avait l'intention de démarrer un projet quand même sous peu pour l'été. Puis le fait d'avoir des délais qui étaient occasionnés par l'aspect administratif, ça faisait en sorte que ça puisse justement la décourager. Puis elle me l'a dit, je l'avais mis en contact avec quelqu'un à ce moment-là, puis juste le fait que la personne dise qu'elle la comprenait, elle dit j'en ai pleuré. C'est juste d'avoir quelqu'un qui est en arrière d'elle qui va pouvoir l'aider justement dans ces démarches-là. Fait que c'est pour ça aussi que l'entrepreneur a un rythme. Puis ce rythme-là n'est pas toujours le même naturellement que dans les différentes instances qui peuvent se retrouver malheureusement. Mais tu l'as bien dit, l'entrepreneur, il n'y a pas beaucoup de gens à qui il peut parler. Puis si on s'en rend compte quand on l'est depuis 2, 3, 4, 5 ans, même nos amis ne nous comprennent pas. C'est une réalité complètement différente. Puis un des bénéfices personnels que moi j'ai à faire partie des dérangeants, c'est briser la solitude de l'entrepreneur pour moi. Les dérangeants, c'est ça brise la solitude des entrepreneurs. Ceux qui nous écoutent, souvent on dit « Hey, ça m'a fait du bien de vous écouter » parce que quand on se retrouve entre nous, on est 7 là, entre nous, souvent on brasse du positif, du négatif, puis je ressors de là énergisé. Même si j'ai brassé du négatif, mais le feedback que j'ai une écoute compréhensive de gens qui ont vécu un peu ou beaucoup la même chose que moi. Et ça, c'est dur à retrouver, mais il faut le chercher. Puis l'entrepreneur, c'est un peu comme un athlète. Il faut que notre santé physique et mentale soit le plus au top possible parce que ce qu'on vit, c'est tough. Puis des fois, notre famille, on peut pas parler à notre famille, ça les stresse. On peut pas parler à nos amis qui comprennent pas. On est tout seul là-dedans, on dort pas bien. Mais il faut faire le choix volontaire de trouver des gens qui peuvent nous écouter et de prendre soin de sa santé physique et mentale. Puis moi, il y a une initiative justement pour faire du pouce là-dessus que je trouve vraiment intéressante qui a été déployée à Québec, qui s'appelle le Parachute. Qu'est-ce que c'est? C'était vraiment intéressant. C'était comme un regroupement de plusieurs, justement, accompagnateurs. Tu avais le camp, tu avais Entrepreneuriat Laval, notamment. Puis l'objectif, c'était à la fois, en fait, d'offrir des moments où les entrepreneurs pouvaient se retrouver ensemble, mais également d'offrir
vraiment du soutien psychologique, donc accès à des psychologues. Je pense que c'était 4 ou 5 heures ou 6 heures. Là. Quand même. Puis ça, c'est rare, je vous dirais, de voir une initiative comme ça. Moi, j'en rêve, là, de voir des initiatives pour vraiment adresser dans la réalité de l'entrepreneur. Parce qu'encore, je vous parlais de mon amie, là, quand elle m'a dit qu'il y avait des psychologues industriels. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que justement, ça amène vraiment... Elle me dit, moi, j'en ai marre de parler à ma coach. J'ai mon problème avec mon investisseur. Ma coach, elle est là pour le volet business. C'est avec ça que je dois travailler. Elle dit, là, je me suis arrangée. J'ai regardé sur l'ordre, justement, des psychologues du Québec. Puis il y en a comme 15, là. Il n'y en a pas des masses, là, au Québec. Ouais. Mais je ne savais même pas que ça existait comme spécialité. Ben, c'est ça que ça prendrait davantage, justement. Je trouve que c'est du support qui soit mieux identifié puis qui soit accessible à l'échelle du Québec et adapté uniquement à la réalité des entrepreneurs pour pas... C'est des réalités trop différentes. Ouais, absolument. Mais l'autre fois, lors d'un épisode, on s'est rendu compte qu'on avait tout un psychologue, puis on parlait tout de notre psychologue autour du micro, parce que finalement, c'est ce qui nous permet d'être sain. Tu veux pas quand on a des employés, puis qu'on doit prendre soin aussi de nos employés, mais il faut avoir les ressources. Fait qu'un psychologue, ça nous aide également à faire, à pouvoir justement accompagner nos employés, à avoir des meilleures interactions aussi avec nos fournisseurs, nos partenaires, parce qu'on apprend aussi à mieux se comprendre. Fait que ça peut être vraiment très aidant, effectivement. Les dérangeants, dans le garage. Il nous reste 3 clés du succès. La deuxième avant-dernière, la gouvernance. C'est un peu flou. Moi, j'imagine moi-même, le jeune entrepreneur, je le fais tout seul, j'avance. C'est quoi exactement la gouvernance, Hélène? Ah, moi, je l'amène encore plus large que ça. C'est plus en termes qu'on va entendre, c'est le volet ESG. Donc, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Fait que ça a l'air un peu sorti de nulle part, mais c'est un concept qui vise justement à dire, ben l'idée, là, c'est qu'au niveau de ta gouvernance, globalement, tu peux vraiment, en fait, te faire aider et avoir vraiment une croissance beaucoup plus stratégique si tu es, j'allais dire, mieux accompagné d'un point de vue stratégique. Donc, il faut se l'imaginer un petit peu comme, pas nécessairement un conseil d'administration, mais un comité aviseur. Fait qu'un comité aviseur, okay. Ouais. Donc des gens qui nous conseillent? C'est ça, mais qui sont pas ton coach, qui sont pas ton mentor, parce que ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion, là. Tout le monde est coach, tout le monde est mentor. Non, c'est pas la même game, là. Un comité aviseur, c'est vous voyez peut-être 3 ou 4 fois par année, vous amenez comme entrepreneur des sujets stratégiques auxquels la personne en face a aucun intérêt. Donc, ça peut pas être un investisseur normalement non plus autour de la table. Puis l'idée, c'est que vous écoutez. Vous écoutez les conseils que ces gens ont à vous donner, puis vous allez chercher des profils complémentaires. Fait que si votre problématique, elle est au niveau de la croissance dans le domaine manufacturier avec un volet de ressources humaines, ben vous n'allez pas chercher quelqu'un dans l'agroalimentaire là, ou quelqu'un en stratégie. C'est pas ça que vous avez besoin. Donc, il y a une réflexion vraiment sur quels sont les besoins de l'entrepreneur, de l'entreprise, puis qui veut aller chercher autour de la table. Puis, c'est pas obligé d'être payant. Je le sais, là, je l'entends souvent, oui, mais là, il faut que ce soit payant. Non, je veux dire, moi, je connais plein d'entrepreneurs, aguerris, qui rêvent de redonner à la relève et qui rêvent de pas nécessairement payer. Il y a tout, là. Je dis pas que ça se fait pas nécessairement d'être payé. Et ça, souvent aussi, quand on parlait de capital de risque, ben, c'est un signe de maturité. Fait que si vous cherchez des investisseurs, quand vous avez déjà au moins un minimum, un comité aviseur, ben, c'est sûr que on est plus enclin à vous écouter parce que là, on se dit, OK, cette personne-là, l'entrepreneur est capable de monter à un niveau sa réflexion puis de s'entourer de gens stratégiques pour l'aiguiller dans ses réflexions. Absolument. Luc, comment tu vois ça, toi, pour les jeunes que tu accompagnes? Bien, c'est sûr que l'aspect de s'entourer de personnes, je trouve ça effectivement très important. Mais c'est s'entourer de personnes qui nous font réfléchir. C'est extrêmement important ça. Puis c'est pas parce que les gens nous font réfléchir qu'ils nous remettent nécessairement en question. C'est justement le fait de pouvoir amener plus loin sa réflexion qui va faire en sorte qu'on peut peut-être prendre des meilleures décisions, parce que tout l'aspect de gouvernance, on s'entend que lorsque tu es un entrepreneur, un travailleur autonome, c'est pas le même principe de gouvernance que par exemple lorsque tu es une entreprise là avec beaucoup d'employés. Le fait d'être un travailleur autonome ou un jeune entrepreneur, à ce moment-là, l'aspect de gouvernance, c'est justement de bien s'entourer, à avoir accès à des personnes, des conseillers qu'on peut retrouver un peu partout là à travers le Québec là.
Puis peut-être, si tu me permets, pour finir là-dessus, je vous ai parlé du G de ESG, mais il y a aussi le volet, ce que j'appelle, moi, votre impact sociétal, donc votre impact au niveau de l'environnement, au niveau social. Puis ça, de nos jours, là, vous le voyez avec la pénurie de main-d'œuvre, si t'as pas un minimum une conscientisation de c'est quoi ta performance ESG, c'est sûr que tu n'iras pas chercher nécessairement tes meilleurs employés, tu les garderas pas nécessairement. Donc ça, je pense qu'on est rendu là, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'il soit adressé, sinon, pour moi, c'est impensable qu'une entreprise qui se crée en 2023 ait pas cette conscience-là. Pour moi, tu t'en vas droit dans le mur, là. Absolument. Et tu nous amènes sur la 9e clé qui est les ressources humaines. Donc, une entreprise, ça vient souvent avec des employés qui sont, veut pas le nerf de la guerre pour exécuter puis amener une entreprise ailleurs. Luc, comment tu vois cet aspect-là et son importance? Bien, c'est sûr, l'aspect de compétences complémentaires, pour moi, c'est extrêmement important lorsqu'on est en entreprise. Puis récemment, on a eu une visite chez Trika. Puis le propriétaire, un des propriétaires, François Caron, nous avait parlé de l'aspect qu'il peut avoir des visionnaires et des personnes intégrateurs. Des intégrateurs, oui. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que pour les jeunes qui étaient présents aussi, on réalisait qu'ils pouvaient se situer dans un ou l'autre, mais ils pouvaient avoir une entreprise, même si c'était pas nécessairement des visionnaires. Peut-être ces gens-là sont des intégrateurs, puis il leur suffisait à ce moment-là de trouver un visionnaire. Absolument. D'avoir cette complémentarité-là extrêmement important. Puis c'est là que ça nous amène de faire un choix, peut-être à un moment donné de dire, c'est pas tout ça, je vais démarrer une entreprise, ça va être avec quelqu'un, puis je vais me trouver soit un visionnaire ou un intégrateur, tout simplement. Moi, tous mes projets ont explosé, à quelques exceptions près, mais tous mes projets ont explosé avec une équipe A. La bonne personne, bien payée, va rapporter facilement 10 fois son salaire que la personne moyenne payée de façon moyenne. C'est pas tant l'argent, mais c'est d'investir pour avoir des bons employés. Une équipe A, tout à l'heure, je disais le produit A, marketing B. Équipe A, produit B va faire mieux qu'une équipe B, produit A. Une équipe A, il n'y a rien qui remplace ça. C'est super important. Puis il faut le voir comme un investissement, soit comme avoir un coactionnaire dans l'équipe ou de vendre, puis après ça, de mettre l'argent pour embaucher quelqu'un de qualité. Ça fait exploser les ventes, ça fait exploser la technologie continue, peu importe le rôle de cette personne-là. Mais il n'y a pas d'argent à sauver là, à mon avis. Puis moi, si je peux jumper là-dessus, c'est sûr que de nos jours, encore une fois, avec la pénurie de main-d'œuvre, surtout si on parle de start-up qui lèvent des capitaux assez importants, qui ont pas nécessairement, qui sont pas compétitives au niveau des salaires par rapport à ce qui se fait, mettons, dans le marché, c'est sûr que de repenser votre structure actionnariale pour proposer des stock options, c'est super attractif. C'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que ton employé, là, c'est la théorie de l'alignement du mandataire, là. Si tu es capable de lui dire, hey, si tu travailles bien, tu vas récupérer une partie du fruit de ce travail-là. C'est sûr que c'est gagnant-gagnant. Fait que ça, également, quand on est dans le milieu technologique, là, quand vous n'avez pas réfléchi aux stock options, là aussi, il y a vraiment un problème pour aller chercher une bonne main-d'œuvre, je vous dirais, au bout de la ligne. Marc-Claude, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Mais si j'avais à terminer là-dessus, c'est aussi d'être capable de reconnaître c'est quoi nos valeurs principales qu'on veut faire ressortir. Parce qu'on veut pas non plus quelqu'un qui va pas fitter avec nous. Des fois, la personne peut être super compétente, mais si on partage pas la même vision, la même valeur, on va se buter à un moment d'un autre, elle va partir. Puis aussi, c'est de là aussi apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneur. D'être capable de dire, moi, ça, je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bon. C'est pas là-dedans. Je suis pas la meilleure personne. Je suis pas la meilleure personne. Puis j'apporte beaucoup plus de valeur quand je suis aux ventes puis au développement d'affaires. Ou je vais apporter beaucoup plus de valeur quand je vais être dans le développement de produits. Puis là, d'aller chercher ces gens-là clés qui vont vraiment permettre de faire une équipe beaucoup plus forte. Ouais. Puis d'avoir l'humilité de le laisser aller aussi, là. C'est ça aussi, c'est ça parfois, quand on est entrepreneur, on veut contrôler, puis c'est bien correct, là, mais c'est aussi de savoir que si on va chercher des ressources pour nous aider, on les reconnaît dans leurs compétences, puis on leur laisse la liberté. Forcément, c'est toujours des échanges, là, mais de s'épanouir. Fait que ça aussi, c'est important, je pense. C'est beaucoup ce que les gens recherchent désormais, là. Et la 10e clé pour terminer, Hélène, c'est l'international. Pourquoi c'est important de penser à l'international quand on est entrepreneur? C'est vraiment intéressant. En fait, selon les études, au Québec, on est beaucoup moins axé sur l'international que le reste de nos compatriotes canadiens, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que même quand j'ai ces conversations-là à l'interne et que je parle de démarrage d'international, on me dit « Hop, Hélène, pas en tout, le démarrage, on n'est pas du tout à l'international. » Je m'excuse. Je rencontre des entrepreneurs qui font des projets pilotes en Belgique, aux États-Unis, puis c'est leur premier client.
Pourquoi qu'on pourrait pas parler d'international? Fait que dépendamment de votre marché, encore une fois, il faut toujours que ce soit contextualisé. Ben c'est sûr que l'international, ça permet de booster les ventes dans certains cas. Si c'est un créneau, effectivement, mettons dans le manufacturier, il y a des créneaux qui sont plus limités au Québec, ben c'est sûr qu'il faut aller se pousser à l'international. Donc, il y a quand même des bonnes choses qui se font. Puis, justement, avec Desjardins, on a ce qu'on appelle le passeport affaires. Fait que ça permet d'aider l'entrepreneur à avoir, mettons, les prospects, que ce soit également au niveau des fournisseurs. C'est pas juste les ventes, c'est également, on parle de plus en plus au niveau de la chaîne d'approvisionnement avec le risque, soit les risques liés au changement climatique, de perdre justement de ces chaînes d'approvisionnement-là, d'avoir une capacité à être résilient. Donc ça aussi, c'est d'avoir cette perspective tout de suite de l'international, mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais même la main-d'œuvre. En fait, je dis c'est pas pour tout le monde, mais de nos jours, c'est un peu ça, cette réalité. Même au niveau du financement, le nombre de startups qui vont aller se financer à l'international parce qu'on n'a pas les capitaux ici au Québec. Fait que pour moi, c'est impensable de pas penser international, mais c'est pas nécessairement adapté à tous les contextes. Ouais. Moi, en termes de vente, j'ai souvent le réflexe international, mais il y a plein de façons de le faire. Moi, en 2011, j'ai lancé une entreprise en Europe parce que j'avais des droits de logiciels pour l'Europe, pour l'Europe francophone aussi. J'ai lancé une entreprise en Europe. J'ai investi 150 000 $ d'un prêt que j'avais eu de la BDC. Cette affaire, je le ferais différemment. Tu sais, j'ai essayé de tout prendre en main, tout faire moi-même, puis de lancer une entreprise. Il y a plein de façons de faire l'international. C'est à refaire. Je serais allé plusieurs fois bâtir un réseau de partenaires locaux. Puis je pense que mon 150 000 aurait été mieux investi que de le faire là. Puis cette façon de faire là était beaucoup trop grosse pour la taille de l'entreprise. J'ai vu, même en le faisant, je disais, ça m'aurait pris 1 million pour le faire. Mais je l'ai fait quand même. Mais il y a plein de façons de faire l'international sans prendre tous les risques, puis sans avoir à tout faire soi-même avec son équipe. Parce que c'est ça qui est dur aussi, c'est de dire « Ah, mais là, il faut que j'aille là-bas. Moi, j'ai une famille. Combien de fois il faut que j'aille, par exemple, en Europe, faire des ventes? Ça peut être un frein. Mon équipe, faut-tu que je l'envoie là-bas? Faut-tu que j'embauche du monde? » Mais j'encourage les gens qui nous écoutent à explorer les diverses possibilités. Parce qu'il y en a des acteurs super intéressants sur les marchés qu'on veut explorer, soit aux États-Unis, au Canada anglais, en Afrique ou en Europe ou en Asie. Là. Ah oui, puis à Affaires mondiales Canada, il y a les services délégués généraux du Québec qui ont plusieurs aussi, j'allais dire, bureaux à travers le monde. Fait que il y a les OPEX aussi qu'on connaît beaucoup moins. Ces organismes-là ont souvent des pieds à terre. Puis de nos jours, avec la technologie, on est quand même censé pouvoir moins se déplacer aussi. C'est sûr qu'il y a une relation en personne, on s'en parlait, versus en virtuel qui n'est pas la même. Mais encore une fois, on parlait d'accompagnement, c'est ça. Il y a plein d'acteurs qui sont là, mais c'est juste d'avoir le réflexe de les utiliser au bon moment. Là. Absolument. Mais merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, Hélène. C'était vraiment une conversation super enrichissante. J'espère que... Puis merci, Carlo, aussi. Oui, c'est gentil de me remercier. Non, mais je te gardais pour la fin. Non, mais merci de nous avoir partagé tes bons coups et tes moins bons coups. Mes aveux négatifs. Ouais, tes aveux grandioses. Mais j'ai l'humilité de savoir que j'ai fait plein de mauvaises décisions encore récemment. Merci au QGDA du Cégep de Saint-Jérôme de nous avoir invités dans vos super locaux. Et n'hésitez pas à aller consulter nos autres dans le garage qui portent sur différents thèmes de l'économie circulaire à la structure d'entreprise aux marchés internationaux. Et c'est évidemment sans parler de tous les épisodes réguliers. Merci tout le monde et à très bientôt. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.